Bien, je vais vous ennuyer le moins longtemps possible avec un sujet méthodologique, c'est toujours plus aride que les sujets proprement, directement naturalistes. Je voudrais vous faire part de quelques réflexions donc méthodologiques sur le suivi des variations environnementales, ça peut être dégradation climatique ou ça peut être n'importe quelle évolution environnementale, non pas sur les espèces en tant que telles, mais sur les communautés d'espèces à l'échelon local, considérées dans leur globalité. C'est-à-dire que l'identité des espèces n'entre pas en compte en tant que telle, c'est la vision d'ensemble. Je pense que ça va bon sens. Oui. Bon. Dégradation climatique, évolution environnementale diverses et variées, on peut s'attendre, lorsqu'on va à l'ultime, éventuellement à des disparitions, des extinctions locales ou des apparitions d'autres espèces. Mais il est bien clair qu'en fait, avant ces événements ultimes, il y a il y a des variations d'abondance qui précèdent d'éventuelles extinctions ou apparitions. Et en fait, le suivi, ce sera d'abord un suivi, avant de constater des extinctions, c'est un suivi d'évolution des abondances. Et ces abondances vont varier, comme on l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, plusieurs intervenants l'ont déjà signalé, de manière différenciée suivant les espèces. Ce qui fait que la structure des communautés va elle-même évoluer. Et elle est intéressante à suivre aussi dans ce domaine. Et un outil dédié pour ce genre d'exercice, un outil bien connu, enfin, qui j'imagine s'enseigne à l'université dès le début, c'est ce qu'on appelle la distribution d'abondance des espèces dans une communauté. Donc, ça consiste à mettre, graphiquement parlant, en ordonnée les abondances, et la bonne idée, c'est de classer les espèces par abondance décroissante, c'est comme ça plus lisible. Et puis, une bonne tradition veut que... alors, juste pour dire qu'il s'agit là d'une... À titre d'exemple, ce sera un peu notre fil rouge dans la suite. Il s'agit d'une communauté d'amphibiens dans un hotspot en Inde, peu importe, ça pourrait aussi être par chez nous. Bon, je n'appuie pas sur le bon bouton. Oui, alors la tradition est plutôt de représenter les abondances par leur logarithme, à la fois parce que du point de vue graphique, c'est plus commode à représenter, et puis que pour d'autres raisons plus fondamentales, c'est plutôt le bon choix. Alors... oui, alors le suivi des distributions d'abondance a au moins un double intérêt. D'abord, ça offre un éclairage descriptif, puisque ça donne des abondances. Hein, et on peut suivre au cours du temps, voir si ce graphique évolue. Mais peut-être le plus intéressant, donc ça c'est le pattern, mais peut-être le plus intéressant, c'est que ces distributions d'abondance peuvent être un outil d'investigation sur les processus qui sont en cause, qui sont en marche, pour gérer la structuration hiérarchique des abondances et de son évolution. Il y a des processus derrière ça. Les abondances varient pour des raisons précises et qui méritent d'être suivies. Pour ce faire, et ça c'est encore du très classique et du bien connu, le diagnostic consiste à comparer la distribution d'abondance empirique qu'on observe à l'un ou l'autre de deux modèles classiques. Il peut y en avoir d'autres, mais enfin les plus classiques sont ceux-là. Un modèle dit log normal, dans lequel on associe, enfin, un modèle qui correspond au cas de figure où les processus qui gèrent la distribution des abondances est le fruit de l'interaction de nombreux paramètres qui agissent de manière indépendante. Et puis, à l'autre extrême, l'autre cas de figure, qu'on appelle log series, qui correspond au cas de figure où, au contraire, il y a un facteur unique, ou en tout cas prédominant, qui gère les distributions d'abondance. Alors, quelle pertinence par rapport au sujet qui nous intéresse? C'est que, de manière générale, dans une communauté d'espèces à l'état sauvage, à l'équilibre, sauvage entre guillemets, on est plutôt sur une distribution où il y a beaucoup de paramètres qui jouent de manière indépendante entre eux, et donc on est plutôt sur un modèle log normal, alors que si une dégradation environnementale devient prédominante, eh bien on arrive dans le cas où ce facteur dégradation joue le rôle principal, et on va voir la distribution des espèces se rapprocher d'un modèle log série. Vous voyez, là, dans ce cas de figure empirique que je vous donnais, on est clairement sur un cas de figure où
de nombreux facteurs interviennent, je ne sais pas lesquels, ce n'est pas le sujet pour le moment. Alors, ça c'est l'aspect qualitatif. Donc qualitativement parlant, en comparant aux deux modèles en question, on a une idée sur le type de causalité. Maintenant, d'un point de vue quantitatif, il y a deux aspects principaux parmi d'autres. C'est un peu réducteur de réduire à deux. Une communauté d'espèces est riche de beaucoup d'informations, mais les deux paramètres quantitatifs principaux, et on est toujours sur du très classique, c'est d'une part le nombre d'espèces, évidemment, et d'autre part la pente de cette distribution, c'est-à-dire l'hétérogénéité moyenne des abondances. On peut avoir des communautés d'espèces relativement... Elles ne sont jamais très homogènes, enfin, plus ou moins hétérogènes. Et si on prend la pente, dans cette présentation logarithmique, si on prend la pente, on définit un indice d'hétérogénéité. On parle plus souvent, d'ailleurs, classiquement, plutôt d'indice, c'est le contraire, d'équitabilité, mais en fait, je pense qu'il est plus suggestif de parler de l'indice d'hétérogénéité. Unevenness en anglais, c'est pour ça que ça s'appelle U. Alors, classiquement, voilà les deux indices qui s'utilisent. On fait même mieux, pour pouvoir classifier les choses, on a tendance à réunir le nombre d'espèces et l'hétérogénéité dans un seul indice qu'on appelle diversité. Alors c'est plutôt l'équitabilité, enfin, peu importe. Ce qui est d'ailleurs assez fâcheux parce qu'on mélange les choux et les carottes en mélangeant des nombres d'espèces avec des distributions d'abondance. Mais enfin bon, c'est un truc classique. Sinon, on dit, bon, bah, on a ces deux indices et c'est très intéressant, ils sont a priori indépendants l'un de l'autre, et donc on a un couple de renseignements, d'indications intéressantes. Sauf que, et ça c'est insuffisant, c'est insuffisamment évoqué, et on tombe souvent dans ce défaut, c'est qu'en réalité, dans une communauté d'espèces, le degré d'hétérogénéité est lié au nombre d'espèces. C'est trop rarement souligné. En fait, plus une communauté d'espèces a peu d'espèces, plus elle aura tendance à être hétérogène. Et en fait, pour avoir vraiment une indication exacte des choses, il faut remplacer l'indice d'hétérogénéité par un indice différent de structuration. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est des détails techniques. De toute façon, si d'aventure ça vous intéresse, vous le trouverez dans le texte écrit. Plus de détails, ça a été par ailleurs publié. Donc, en fait, il vaut mieux utiliser un indice corrigé d'hétérogénéité qui lui rend compte vraiment du process, et non pas du pattern, non pas de l'apparence, qui rend vraiment compte du degré de structuration. Alors pour ça, on compare la distribution d'abondance observée à un troisième modèle qu'on appelle broken stick, qui lui permet, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, d'aboutir à une quantification correcte de l'intensité, de la structuration hiérarchique des abondances. Et là, on a vraiment un paramètre qui est indépendant de l'espèce. Ce qui fait qu'en utilisant d'une part le nombre d'espèces, la richesse spécifique, et d'autre part cet indice corrigé, on a vraiment deux paramètres indépendants qui réunissent à eux deux l'essentiel des données quantitatives sur la structuration d'une communauté d'espèces. Alors, bon, alors, je pense que je fais un petit résumé. Donc, un petit résumé, d'une part, des aspects qualitatifs. On a une idée du type de causalité, plurispécifique ou enfin, plurifactorielle ou monofactorielle, et d'autre part, des indications quantitatives que je viens d'évoquer. Alors, il y a un deuxième point, en fait, qui est d'ailleurs le point le plus important, c'est pas un point, c'est une difficulté. Pour utiliser et tirer valablement des conclusions d'une distribution d'abondance, notamment quand il s'agit non pas seulement d'une description, mais d'essayer de comprendre ce qui va déterminer cette distribution d'espèces et comment elle risque de varier en fonction d'évolution environnementale, c'est qu'il faut travailler sur une distribution d'espèces, enfin sur un inventaire qui soit exhaustif. Ça paraît assez logique. Et je dirais quand il s'agit de dégradation environnementale, et notamment climatique, c'est d'autant plus vrai qu'on peut s'attendre, même si c'est loin d'être systématique, on peut s'attendre à ce que ce soit les espèces les plus rares qui soient les plus affectées. Or, quand on fait un inventaire, c'est évidemment plutôt les espèces les plus rares qui échappent à l'inventaire. Donc, en fait, on ne peut utiliser valablement une distribution d'abondance que si elle est exhaustive. Or, c'est pratiquement jamais le cas. En particulier pour les inventaires
invertébrés notamment, où il y a souvent beaucoup d'espèces et une grande hétérogénéité dans les abondances, on n'a jamais, en fait, et souvent de loin, des inventaires complets. D'où l'intérêt d'utiliser des méthodes d'extrapolation qui existent, enfin qui se sont beaucoup améliorées ces derniers temps, et qui permettent d'accéder, à partir d'un inventaire incomplet, à une distribution complète. Ça, c'est un exemple sur une distribution de gastéropodes marins. Là, il y a 42 espèces. En réalité, il y en a beaucoup plus. Et grâce à ces méthodes d'extrapolation, on peut savoir non seulement le nombre d'espèces qu'on n'a pas vues, enfin savoir, estimer, et d'autre part, bien mieux que ça, estimer aussi leur distribution d'abondance. On peut même aller d'ailleurs plus loin. Dans le même cas de figure, on peut faire ce genre d'exercice en séparant une catégorie d'une autre. Par exemple, les herbivores par rapport aux carnivores. Donc on peut extrapoler, ça paraît fort surprenant, mais on peut arriver à extrapoler non seulement le nombre, mais la distribution des abondances, et connaître ce nombre et ces distributions d'abondance pour l'ensemble des espèces qu'on n'a pas vues. Et du coup, on dispose, au moins sous l'aspect d'une estimation, du diagramme complet. Alors, pour terminer, un exemple illustratif, c'est un exemple purement simulé. On est de nouveau sur les petites grenouilles, là, et on va supposer, ce qui est une supposition presque arbitraire, mais enfin, bon, c'est juste un petit exercice de pensée, on va supposer que cette communauté, partant de son état initial, est soumise à une dégradation, par exemple à un réchauffement climatique, qui va aboutir au fait que les espèces, différentes espèces vont perdre d'autant plus d'abondance en relatif qu'elles sont rares. Ça paraît pas assez raisonnable. Ça peut être tout à fait le contraire aussi, mais enfin bon. Supposons ça, avec en rouge un seuil de viabilité en dessous duquel l'espèce disparaît. Et on va s'intéresser à voir qu'est-ce qui se passe au cours du temps. Alors, première étape, toutes les espèces ont donc plus ou moins baissé, et la plus rare, elle est passée au-dessous du seuil de viabilité, donc elle disparaît. Il reste donc 9 espèces, et d'autre part, on voit que de ce fait-là, la pente de l'ensemble est moins forte qu'avant. Ce qui fait qu'on se rapproche déjà du cas de figure monofactoriel. Donc on voit déjà la péjoration des conditions environnementales qui, tout doucement, va nous rapprocher un peu de l'asymptote ultime, qui sera celle où la dégradation environnementale jouera le rôle essentiel. Alors, si on continue ça, on a un petit système séquentiel. Alors, là, on a représenté, c'est très réducteur, en abscisse, la richesse spécifique, et on a redonné l'intensité de la structuration, enfin du processus de structuration hiérarchique, qui détermine l'hétérogénéité. Et séquentiellement, on voit qu'il se passe des choses comme ça. Donc c'est assez compliqué, et c'est tout l'intérêt de ce genre de choses, si on fait un modèle à partir de ça. Encore une fois, c'est pas un modèle qui prétend avoir aucune validité, c'est juste un exercice de pensée. Donc en suivant avec ces deux paramètres, on peut voir comment la structure de la communauté peut évoluer. Voilà, donc le résumé c'est ça, on suit les choses à la fois en qualitatif et en quantitatif, suivant les critères que je vous ai dit. Je pense que j'en ai terminé. Voilà. Attention. Merci beaucoup. Bien, donc là, on est dans le dur. Est-ce que les scientifiques purs et durs ont des questions sur les méthodes, toutes les équations qu'on ne nous a pas présentées, alors ça nous frustre énormément évidemment, et surtout sur l'utilité, enfin en tout cas les perspectives finalement de tout ce type de développement intellectuel pour prédire, ou en tout cas décrire déjà les perturbations dans les systèmes qui sont essentiellement des systèmes complexes de toute façon en termes de biodiversité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question ici, puis Monsieur le Président ensuite. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une question, est-ce qu'il n'y a pas un biais? Alors vous avez parlé bien sûr des espèces qui sont des faibles effectifs, donc forcément ils sont dans le bas de la courbe, mais vous n'avez pas parlé des espèces qui sont difficilement détectables, des espèces très critiques,
qui ne sont pas forcément en faible effectif, mais qui sont tellement durs à localiser que du coup, ils apparaisseraient sur le bas de la courbe, alors que si ça se trouve, c'est plus dans la courbe avec des meilleurs effectifs. Il y a un aspect de procédure expérimentale de récupération de données qui, lui, ne peut absolument pas être corrigé par la méthode. La méthode, elle s'applique elle est purement statistique, enfin, en fait, c'est plutôt mathématique, enfin, il y a les deux. Elle suppose que sur les espèces qui sont détectées, leur détectabilité est constante, ce qui n'est effectivement jamais le cas. Bon, mais ça, là, il n'y a pas de correction là-dessus. Néanmoins, mais ça c'est vrai, même si on corrige, si on n'extrapole pas. Donc je suis d'accord là-dessus. Ça mis à part, ensuite, ce qui est permis par la méthode d'extrapolation, c'est, dans le cadre de l'hypothèse que toutes les espèces sont également détectables, c'est de savoir des choses sur ce qu'on ne voit pas. En fait, c'est de l'inférence statistique, mais à la différence des inférences statistiques, par exemple, classiquement des sondages, dans lesquels on cherche on cherche à partir d'un connu donné, mais supposé représentatif d'un inconnu plus vaste, on essaye d'extrapoler, d'inférer au plus vaste. Ce que font les sondages politiques, par exemple. Là, on est une situation plus complexe, parce que ce qu'on sait, ce sont les espèces détectées, et on veut extrapoler aux espèces non détectées. Et il n'y a rien de moins représentatif que les espèces détectées par rapport aux espèces non détectées, par définition. Et néanmoins, il se trouve, on peut s'expliquer, que lorsqu'on fait un inventaire, une communauté d'espèces, les données qu'on recueille sur les espèces détectées parlent des espèces non détectées. Alors elles parlent au travers de leurs abondances, et en particulier des abondances des espèces les moins abondantes, par ce qu'on appelle les singletons, c'est-à-dire les espèces qui ne sont vues qu'une fois, doubletons, deux fois, etc. Et le nombre d'espèces vues une fois, ou bien deux fois, ou bien trois fois, donne des indications, ça c'est du classique, ça date de 50 ans déjà, sur le nombre vraisemblable d'espèces qui ont échappé. Merci. Bernard. Merci. J'ai une petite question, si j'ai bien compris. Donc tu as les deux courbes possibles, selon que c'est log normal. Oui, bon, voilà. Alors quand tu n'as qu'une partie des données, tu pars du principe que ça va être la courbe... voilà, et pourquoi ce ne serait pas l'autre? Si j'ai qu'une partie des données, bon, l'expérience empirique semble montrer de manière générale que quand tu as la courbe complète, elle est presque toujours log normal. Parce qu'il y a, dans une communauté à l'équilibre, à l'état sauvage, il y a en général plein de facteurs qui interviennent, qui sont indépendants les uns, plus ou moins indépendants les uns des autres. Donc voilà, la théorie veut que ce soit log normal. Si la distribution est incomplète, très souvent, elle s'adapte mieux au log série, à tort, parce qu'elle ne l'est pas. Je ne suis pas sûr que ce soit la question que tu poses. Tu pars sur l'idée de la généralité que ça va être log normal. Ah, mais moi je parle d'aucune hypothèse, je constate. Enfin, je constate, c'est pas moi qui constate, je ne suis pas le seul à constater. Non, parce que tu n'aurais pas la même extrapolation en partant de la courbe en bleu ou de la courbe en rouge. Ah non, mais attends, j'extrapole pas par rapport aux courbes, j'extrapole par rapport aux observations. J'ai une courbe, je reprends une seconde, je pense que j'ai le temps. Non, c'est pas ça. C'est ça. En jaune, j'ai l'observé. Et à partir des données de l'observé, notamment les nombres d'espèces observées une fois, deux fois, etc., je peux calculer, l'ordinateur qui fait le boulot, je peux calculer le nombre et la distribution d'abondance des espèces qui sont pas là. C'est indépendant de savoir si c'est log normal ou pas. Ensuite, ayant ça, je constate que dans ce cas particulier, ça va assez bien avec log normal qui est une courbe sigmoïdale. Mais regarde, si j'enlève la partie extrapolée, j'ai une courbe en J renversée, et ça colle très bien avec un log série. Mais à tort. Oui, mais j'arrive à une conclusion fausse parce que j'ai raisonné seulement sur une partie. D'accord? Je ne sais pas si je suis pas sûr de t'avoir convaincu. Pas convaincu. Rose. Ouais. Bon, enfin bref. J'avais une question, puis après je... Ah d'accord, pardon, c'est pour la même question alors? Non, mais c'est
dans le même esprit, c'est tout à fait, je comprends pas bien. On fait comme postulat pour des raisons assez confuses pour moi que c'est multifactoriel si c'est le normal. Bon, j'accepte, je crois. Ah ben ça, c'est dans la littérature. Oui, mais je cherche pas à comprendre. J'accepte, ça me paraît ésotérique, mais j'accepte. Simplement, ça marche pas. J'ai l'audition basse, mais je t'entends. Tu as une bonne voix, donc... Parce que je suis un peu sourd et du coup... Ah ben moi, beaucoup. Mais je m'équipe. Bon, non, j'accepte le profil de l'homme normal, ok. Oui. Bon, alors j'en conclus qu'à un instant T, je suis dans un environnement où les pressions multifactorielles. Sauf qu'à l'instant T plus 1, ces pressions se sont exercées, ça m'a coupé le bout de mon lobe normal. Non, non, non. Ah ben si, parce que vous dites que ça coupe les espèces rares là, à la fin, Ah et oui, du coup, d'accord. ça revient Okay. vers un Oui, truc. oui, ok. C'est ça qui est plus loin. Oui, Donc, ça m'a coupé le bout de ma courbe, et Oui. donc j'ai là quelque chose qui tend vers le modèle log série. Oui. Sauf que, je ne sais pas, à un moment T, si je suis à T ou à T plus 1. Et donc, au moment où je regarde, si j'ai un modèle log série, je peux très bien dire j'ai hérité d'un log normal qui est devenu log série, ou je suis effectivement dans la log série. Je ne sais pas. Alors, attends, je reprends... je reprends au dé. C'est pas... Je n'arrive pas à comprendre. Je vais essayer de retrouver mon site. Celui-là, après, juste après, je crois. Au départ, Encore un ou deux après. au départ, je suis log normal. S'il vous plaît, un peu de silence, sinon on va plus s'entendre. Donc effectivement, ceux qui ont tout compris expliquent aux voisins, mais Au départ, j'étais log normal, je suivais le rouge, ok? Et le rouge, il allait jusqu'au 10. Hein? Ok. Bon, ensuite, je suis à T plus 1. J'ai une espèce en moins, bon ça, on est d'accord, hein, elle a disparu, elle est passée sous le seuil de viabilité. Je trace une nouvelle courbe rouge, parce que je ne suis pas à 10 espèces, je suis à 9 espèces. Et je constate que cette fois, ma courbe empirique ne correspond plus au log normal. Bon. Mais c'est pas le même que tout à l'heure, je suis à T plus 1. Et la conclusion, c'est quoi? Hein? Et la conclusion, c'est quoi? Et la conclusion, c'est qu'effectivement, je me rapproche, enfin, je suis dans une situation intermédiaire, mais qui se rapproche du log série, c'est-à-dire qu'on voit déjà que la dégradation environnementale commence à prendre le pas sur les autres facteurs. Elle est moins multifactorielle. Et elle est moins multifactorielle. Et qu'est-ce qui vous fait dire, à un instant donné, que vous étiez à T ou à T plus 1? Mais parce qu'il y a un moment donné, vos résultats, ils vous renvoient l'état de la nature, ils vous renvoient une courbe log série, une courbe log normale à un instant donné. Oui. Alors, si c'est en log série, vous allez dire, est-ce que c'est un vrai log série? Parce qu'il y a effectivement un environnement qui me renvoie une pression monofactorielle, peu multifactorielle, ou est-ce que c'est le fruit d'un truc qui est multifactoriel, qui continue d'être multifactoriel, mais qui a été tronqué parce qu'il y a eu des espèces qui ont disparu? Non. Je ne comprends pas comment vous raisonnez. C'est plus le même... Lorsque... Oui, c'est ça. Bernard le dit, ça voudrait dire que quand il y a des espèces qui disparaissent, nécessairement, ça devient nécessairement moins multifactoriel. Ben non, pas forcément. Pas forcément. Ben non, ben donc. Pas forcément. Ben donc, Si, là, si. ben c'est en contradiction avec ce que vous dites, puisque une espèce en moins, on tend vers du log série. Si l'espèce numéro 8 n'avait pas perdu d'abondance, ou si son abondance était plutôt, si elle avait plus décru, elle serait sur la courbe rouge. Et à ce moment-là, on serait dans un système qui, d'après la comparaison des courbes, est multifactoriel. Et ça, c'est un résultat classique. Moi, je ne veux pas... alors je propose une petite séance de rattrapage à la pause. Oui, c'est ça. Je survivrai. Alors, comme j'ai quand même moi aussi une question. Alors j'ai une question qui est plutôt d'écologie, c'est qu'on sait que l'espèce est une bulle d'esprit humaine quand même, très largement, Ouais. notamment dans tout un tas d'espèces qui sont très très réticentes à ne pas s'intercroiser ou qui se spécifient. Et on a le cas des plantes avec très peu d'espèces, avec beaucoup de variabilité interne, et le cas des animaux qui sont plutôt avec beaucoup d'espèces, avec peu de variabilité interne. Quand on a des... Là, tout repose sur finalement le concept d'espèce. Oui, absolument. Comment vous assurez finalement que vous avez une seule espèce de ronce qui donc a une abondance de 10, ou de 15 ou de 25, ou 150 espèces de ronces qu'on découvrira dans 10 ans, par analyse génétique ou télomère ou autre, et qui finalement ont toute une abondance de 0,1 multiplié par 150 espèces. Absolument.
ça rejoint un peu la première question qui est celle de la détectabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on parle il y a des hypothèses, c'est que les espèces sont toutes reconnues, avec la même détectabilité, et qu'elles ont chacune une existence intrinsèque. Si on change ça, tout disparaît, ça c'est clair. C'est un modèle purement mathématique, hein. Il y a que des maths là-dedans. C'est peut-être ce qui peut troubler, bon. Mais... Ok. Merci beaucoup. C'était pas un piège, hein. C'était pour montrer que j'avais compris aussi. Moi.